Bonjour et bienvenue sur le site du podcast Histoire en série, créé et animé par Nicolas Charles et Johan Chanoir. Au programme, une analyse des séries d'hier, d'aujourd'hui et de demain par les spécialistes des questions mobilisées par nos shows préférés. Histoire en série, c'est le podcast qui met en relation histoire, sciences humaines et séries. Bonjour à tous, bienvenue dans le podcast Histoire en série où aujourd'hui je reçois François Rullier. Bonjour François. Bonjour Nicolas. Alors François, vous êtes normalien, agrégé d'histoire et vous êtes aussi doctorant en histoire à l'université Jean Jaurès de Toulouse, anciennement Toulouse-Le Mirail, au laboratoire Framespa. Votre thèse, c'est sous la codirection de Jean-Marc Olivier et de Alexander City Geppert. Ces travaux portent sur le droit de l'espace extra-atmosphérique en proposant une histoire intellectuelle des juristes qui ont pensé le droit de l'espace depuis les premiers écrits jusqu'en 1967. Vous étudiez à la fois leurs idées, les réseaux, leur implication dans l'élaboration de ce droit jusqu'à l'entrée en vigueur du traité de l'espace. Vous êtes aussi secrétaire de la revue académique Nacelle, passé et présent de l'aéronautique et du spatial, et vous êtes aussi le cofondateur du laboratoire Junior Space Ages qui applique les méthodes des sciences humaines et sociales à la compréhension du renouveau actuel de l'exploration spatiale. Alors vous avez fait des publications, plusieurs articles sur ceci, sur l'espace, que l'on a mis dans la bibliographie indicative que l'on retrouve sur la page de l'émission sur notre site internet histoireensérie.com. Et aujourd'hui, vous avez tous compris, chers auditeurs et auditrices, on va partir avec François dans l'espace, en tout cas virtuellement, pour parler d'une série qui représente cela. Alors, je ne vais peut-être pas faire durer un peu plus de suspense et laisser François présenter la série. Merci beaucoup pour cette présentation. Donc, je vais effectivement vous parler de la série For All Mankind, une série diffusée sur Apple TV+. La première saison est sortie en novembre 2019, une deuxième saison est sortie en février 2021, une troisième saison devrait peut-être sortir cette année, une quatrième saison a fuité en juillet 2021, quelle année on ne sait pas encore. Les compagnies de production sont Tall Ship Productions et Sony Pictures Télévision. Surtout, les scénaristes sont 3 scénaristes principaux, disons, et surtout un, Ronald Moore, qui est un scénariste qui n'est pas n'importe qui, puisqu'il a, disons, un vrai parcours de scénariste dans la science-fiction. À son actif, il a participé à 3 séries Star Trek, il a été le scénariste de 2 films Star Trek dans les années 90, il a également été scénariste de la 2e saison de la série Roswell au début des années 2000, donc Roswell qui renvoie aussi, cette fois-ci plutôt à l'ufologie. C'est ce fameux site sur lequel on aurait peut-être aperçu des extraterrestres à la fin des années 40, avec tout ce qu'il y a autour de la zone 51. Bon, voilà de quoi traite cette série, avec plutôt un regard de série adolescente. Mais il est également le producteur exécutif de Battlestar Galactica, 2004-2009, une série phare, un remake d'une série phare et qui a eu aussi énormément de succès, parce que ça lui a même permis de remporter un prix. Enfin, également coproducteur de la série Philip K. Dick Electric Dreams, donc une série qui s'intéresse aux nouvelles que Philip K. Dick a pu écrire et qui les met en série. Donc, à nouveau, un grand auteur de science-fiction. On le voit, Ronald Moore, c'est vraiment l'un de ses domaines de prédilection. 2 autres scénaristes, Matt Volpert et Ben Nedivi, qui ont tous les 2 travaillé sur Fargo et Umbrella Academy. Donc, on est moins dans la science-fiction, mais bon, ils font aussi partie des scénaristes derrière cette série. Alors, For All Mankind, de quoi ça parle? Eh bien, c'est une série qui propose une histoire alternative à la nôtre. Et cette histoire alternative, elle repose sur un événement. Eh bien, en 1969, ce ne sont pas les Américains qui ont envoyé le premier homme sur la Lune, mais les Soviétiques. Et très rapidement ensuite, ce sont les Soviétiques qui envoient également la première femme sur la Lune. À partir de cet événement fondateur, modifié par rapport à ce que nous, on a connu, eh bien, s'ensuit une série d'événements différentes. L'histoire telle qu'on la connaît n'est plus celle-ci. Des conséquences inattendues se développent. Donc, c'est le pitch de départ de cette série, et plus particulièrement dans cette série, on ne suit pas tant forcément la géopolitique, on n'est pas en train de suivre les présidents, les diplomates ou les militaires, mais on va suivre des personnages qui travaillent ou gravitent autour de la NASA, donc l'agence spatiale américaine. On va notamment suivre des astronautes, leurs familles, mais aussi des ingénieurs, des administrateurs de la NASA. Évidemment, quand on les suit, on suit aussi tous ceux qui sont autour d'eux. Donc évidemment, il y a de la politique, il y a des questions stratégiques, mais la focalisation, ça reste sur ces personnages de la NASA.
rapidement pour l'anecdote, d'où vient ce fameux titre de For All Mankind? Eh bien, on le voit dans la série, c'est la plaque qui aurait dû être posée par Apollo 11, qui a été posée par Apollo 11 dans notre réalité, mais donc pas dans celle de la série. Et sur cette petite plaque que les premiers astronautes auraient dû poser sur la Lune si dans la série ils avaient été américains, vous avez une dernière phrase qui indique We came in peace for all mankind. En réalité, l'expression de all mankind, toute l'humanité, c'est aussi une rhétorique qu'on retrouve énormément dans les années 60, dans tous les textes et discours sur l'espace, notamment même dans le droit de l'espace, un droit qui a été fait à l'ONU, on retrouve cette expression de all mankind. François Rullier, vous l'avez dit, hein, c'est une histoire qui raconte une réalité parallèle. Alors, Ronald D. Moore en est aussi conscient, on ne l'avait pas dit en introduction, c'est aussi le scénariste de Outlander, donc une série où l'héroïne voyage dans le temps, voyage dans le passé et peut apporter des modifications du coup à l'histoire. C'est quelqu'un de familier à l'Uchronie, Ronald D. Moore. Alors, peut-être pour commencer, François, dites-nous, redonnez-nous la définition de ce qu'est une Uchronie et comment elle est mise en place dans cette série. Oui, l'Uchronie, pour faire de l'étymologie très rapide, assez simple, chronos, le nom temps, un temps qui n'existe pas, c'est donc l'idée de réécrire l'histoire en modifiant un élément du passé et en imaginant ensuite les conséquences. À ce propos, vous pouvez lire vraiment les travaux de Singaravelou et de Deluermoz en France, qui ont à la fois publié un article sur le sujet et qui en ont fait aussi un livre sur ce qu'est l'Uchronie, l'histoire contrefactuelle, ces différents termes possibles. Un livre vraiment passionnant. Et c'est sur leurs travaux d'ailleurs que je vais plutôt m'appuyer pour essayer de vous décrire un petit peu ce que c'est que cette Uchronie. Très simplement, l'Uchronie, il faut bien se dire que ça repose sur un type de raisonnement, c'est le raisonnement que l'on pourrait résumer de la façon suivante. Et si? Et si les soviétiques avaient envoyé le premier homme sur la Lune? Et si un tel avait fait telle chose? Bon, évidemment, une fois qu'on pose l'Uchronie comme un tel raisonnement, on voit que ce n'est pas nouveau. Il y a toujours eu ce type de raisonnement chez tous les historiens, et même dès l'Antiquité, des historiens qui se demandent si tel événement avait eu lieu autrement. Donc, on peut aussi parler de démarche contrefactuelle, qui va à l'encontre des faits que l'histoire nous a présentés. Cette Uchronie, d'un point de vue littéraire, d'un point de vue artistique, elle se développe vraiment au milieu du 19e siècle, soit. Sur la discipline historique, en revanche, elle est un petit peu plus récente, si l'on veut. Le premier gage réel de scientificité de cette démarche, en tout cas l'auteur que les gens qui pratiquent l'histoire contrefactuelle peuvent citer, c'est Max Weber, qui considère que de raisonner ainsi, c'est-à-dire en essayant de sous-peser les causes, en se disant si telle cause n'avait pas eu lieu, est-ce que ce que j'étudie aurait été différent? Eh bien, c'est Max Weber qui le met en avant comme un gage de scientificité pour justement sous-peser les causes. Alors évidemment, on se doute que c'est une démarche qui n'a pas eu que des adeptes, puisqu'elle a même été très critiquée par un certain nombre d'historiens, notamment des historiens britanniques comme Hobsbawm, Thomson, qui vont avoir un certain nombre d'arguments. On voit là trois. Le principe de l'histoire, c'est de s'occuper de ce qui est advenu, pas de ce qui n'a pas eu lieu. Bon, très bien. Que le réel est déjà suffisamment riche et compliqué à comprendre, à interpréter, qu'il n'est pas nécessaire d'imaginer ce qui aurait pu être et qui n'a pas été. Et enfin, le principe de l'histoire, c'est quand même de se fonder sur des archives, des sources. Et par définition, le contrefactuel, dès lors qu'il dépasse la simple sous-pesée des causes pour imaginer ce qui aurait pu être ensuite, eh bien, forcément, il ne se fonde sur aucune archive, aucune source. Et le risque, c'est d'avoir, au contraire, plutôt ces présupposés ou ces impensés politiques qui construisent cette imagination de ce qui aurait pu advenir, et pas en réalité une vraie démarche scientifique. Bon, une fois qu'on pose ces critiques, il faut quand même bien comprendre que cette démarche, elle a été pratiquée par les historiens, en se fondant sur un sociologue, Max Weber, mais ce sont aussi des historiens qui l'ont ensuite mise en application. Dans les années 50, on a ce qu'on appelle la cliométrie, c'est utiliser les méthodes de l'économie, des statistiques, pour essayer de répondre à des questionnements d'histoire contrefactuelle. Exemple, si la guerre de sécession n'avait pas eu lieu, est-ce que le sud des États-Unis aurait aboli l'esclavage? Bien, vous avez deux chercheurs, donc Conrad et Meyer, qui se posent la question à la fin des années 50 et qui vont par exemple répondre que, étant donné l'efficacité économique du système esclavagiste, l'esclavage n'aurait pas nécessairement été aboli sans la guerre de sécession. On voit bien que là, on a un questionnement qui se fonde sur l'histoire contrefactuelle et qui essaie de sous-peser les différentes causes pour donner cette réponse. Histoire contrefactuelle, on la retrouve dans énormément d'autres endroits. Dans les pays qui ont été colonisés, c'est un raisonnement assez classique de se demander s'il n'y avait pas eu de colonisation, dans quel état serait notre pays actuellement. C'est également cette démarche contrefactuelle qui est derrière les travaux de Niall Ferguson, historien britannique très controversé, il faut le dire, qui lui aussi se pose ce genre de questions.
Mais un peu à l'inverse, s'il n'y avait pas eu d'Empire britannique, est-ce que le monde se porterait mieux aujourd'hui? Lui considère que non. Autres travaux plus intéressants, pas nécessairement, mais autres travaux, Kenneth Pomeranz, une grande divergence qui s'interroge sur les raisons pour lesquelles c'est en Europe que l'industrialisation a eu lieu et pas en Asie, alors qu'un certain nombre de causes qui sont des facteurs nécessaires à l'industrialisation se retrouvaient aussi bien en Asie qu'en Europe. Donc on voit que là, en se posant cette question de et si l'Asie avait été la première, ou alors à s'industrialiser, ou et si l'Asie avait disposé de telles ressources, peut-être serait-elle industrialisée. Donc vraiment, démarche contrefactuelle. Risque de la démarche, enfin risque et atout. Le risque premier, c'est de voir quels sont les événements que l'on considère comme à ce point fondateur, à ce point des points de bascule que leur modification aurait modifié l'histoire. C'est difficile de dire, oui, si tel événement n'avait pas eu lieu, nécessairement l'histoire aurait été différente. Compliqué à identifier. De la même façon, cette histoire contrefactuelle, surtout dans son aspect plutôt de vulgarisation ou de divertissement, même menée par des historiens parfois, elle met beaucoup d'importance sur les grands hommes. Si tel grand homme avait fait ci ou ça, ou s'il était mort dans tel accident, l'histoire du monde en aurait été changée. On voit que c'est, d'un point de vue historiographique, plutôt une espèce de retour en arrière. On a eu tendance plutôt au contraire à mettre en avant des phénomènes structurels, des phénomènes de temps long, alors que là, au contraire, on peut être dans du très contingent. Pour autant, cette démarche, elle a des atouts. Elle permet tout d'abord de resituer les futurs du passé, comme le disent Sangaravello et Deliermoz, c'est-à-dire de considérer la façon dont les acteurs du passé imaginaient eux-mêmes leur futur. Et en faisant ce point, ça permet peut-être de se dire que le futur tel qu'il est advenu aurait pu ne pas advenir. En tout cas, ce n'est pas ce qu'attendaient les gens du passé. Et ça permet, pour reprendre les mots cette fois-ci de Johann Chapoutot, une belle expression, je trouve, cette démarche contrefactuelle, elle permet de défataliser l'histoire, de ne pas considérer que l'histoire qui est advenue ne devait par nécessité advenir. Peut-être que justement, en sous-pesant les causes, on peut voir que oui, il y a des causes qui sont assez contingentes et qui potentiellement auraient pu changer l'histoire. Et la série, donc For All Mankind, elle joue pleinement là-dessus. Alors justement, cette série For All Mankind, c'est très intéressant, vous l'avez dit, hein, l'idée que ce soit les soviétiques qui finalement soient les premiers arrivés dans l'espace, ce basculement, ce renversement en tout cas de nombreuses problématiques du coup de la conquête spatiale, comment elle est mise en avant dans cette série? Eh bien, la série est assez marrante à cet égard, puisqu'elle se veut discrète, elle ne le dit pas clairement. Alors, elle ne le dit pas clairement, il y a aussi des bonnes raisons de ne pas le dire clairement. Dans la série, ce qui va changer le cours de l'histoire, c'est la survie d'un homme qui s'appelle Korolev. En réalité, pour le comprendre, il faut avoir déjà un petit peu de connaissances sur l'histoire du programme spatial soviétique, puisque cet individu, Korolev, on ne le voit que dans un seul épisode, c'est l'épisode 7 de la saison 2. Son nom n'est pas donné, son nom n'est même pas donné dans les crédits. Donc en fait, c'est uniquement par ce qu'il va dire que l'on peut deviner qui il est. Et quand même, pour ne pas être que dans l'hypothèse, j'ai lu dans un entretien que les scénaristes ont vendu la mèche et ont bien dit que oui, c'est la survie de Korolev qui change cette histoire. Alors qui est Korolev? Korolev, en un mot, c'est l'un des ingénieurs en chef du programme spatial soviétique dans les années 60. Pour faire sa biographie assez rapidement, c'est un homme qui naît en 1907 en Russie tsariste, dans l'actuelle Ukraine. C'est un ingénieur qui, dès les années 30, va travailler dans le groupe d'études de la propulsion par réaction, c'est-à-dire le groupe d'études euh, publiques soviétiques qui travaille sur la balistique, sur la conception de missiles. Il est arrêté lors des purges staliniennes à la fin des années 30, envoyé dans un camp, il en revient, une expérience traumatique. C'est ce qui nous permet de savoir que c'est lui dans la série parce qu'il parle de cette expérience, justement. Après la Seconde Guerre mondiale, il continue son travail sur la balistique, sur les missiles, et également sur les fusées au sein de l'Institut de recherche scientifique numéro 88. Et c'est ainsi qu'il devient l'un des ingénieurs en chef du programme spatial russe. Alors Korolev, il a une particularité aussi, c'est que c'est un ingénieur qui travaille sur la balistique, mais c'est aussi un passionné d'astronautique. Astronautique, c'est construit sur la même étymologie que aéronautique, c'est le voyage dans l'espace, le voyage dans les astres. Donc un passionné d'astronautique et un homme d'influence qui, depuis sa position d'ingénieur, va essayer d'influencer les autorités soviétiques pour les pousser à adopter justement un programme spatial et pas uniquement un programme balistique, et notamment un programme spatial de vol habité, c'est-à-dire envoyer des humains dans l'espace. Il le défend si bien, ce programme, qu'en 1964,
les soviétiques vont décider aussi de se lancer dans la course à la Lune, notamment derrière Korolev, qui propose un programme complet à cet égard. Sauf que ce Korolev, cet homme aussi important, eh bien, il va mourir lors d'une opération chirurgicale en janvier 66. On a presque envie de dire que quel dommage, c'est vraiment pas grand-chose que ça a pu se jouer. Et c'est là-dessus que joue la série. Dans la série, on voit qu'il a survécu. Il n'est pas mort lors de cette opération et il est même suffisamment en forme pour être encore en vie dans les années 80. Alors, une fois que la série pose cette uchronie, pose cet événement fondateur, on peut s'interroger d'un point de vue historique sur la pertinence. Est-ce que vraiment la survie de Korolev aurait littéralement changé la face du monde? Bon, on voit que la série, déjà, elle ne se fonde pas sur rien. C'est que oui, Korolev, c'est un homme fondamental dans le programme soviétique. Il est d'ailleurs tellement important que les soviétiques n'ont pas révélé son nom de son vivant et ils ont mis un peu de temps avant de révéler son nom. C'est pour ça que c'est assez logique que dans la série, son nom n'apparaisse pas, puisque en réalité, il était également caché. Donc c'est un homme important, un ingénieur important, un très bon influenceur et qui connaît bien les rouages du système soviétique. Donc c'est vrai que c'est quelqu'un d'important. Pour autant, est-ce que sa survie aurait changé le programme spatial soviétique? En réalité, il faut quand même se dire que sa seule survie n'aurait peut-être pas été suffisante. Le programme spatial soviétique, les problèmes auxquels il était confronté sont beaucoup plus nombreux. Tout d'abord, le premier problème du programme spatial soviétique, c'est son organisation. Le programme spatial soviétique est divisé entre de nombreux ingénieurs qui sont opposés les uns aux autres, qui essayent de mettre en avant leurs programmes, qui ne sont pas forcément en accord. Donc certes, on a Korolev, mais on a aussi Glushko, on a aussi Tchelomey. Donc on a d'autres ingénieurs qui étaient en conflit avec Korolev. Donc il aurait également fallu imaginer qu'un Korolev qui prenne le dessus sur tous les autres pour essayer de mieux organiser le programme spatial. Bon, également, il faut quand même se dire que la seule survie de Korolev à l'opération n'est pas suffisante. Il aurait fallu qu'il ait une meilleure santé parce qu'il était épuisé. Que, en réalité, le problème lors de l'opération, c'est qu'ils se sont rendus compte qu'il avait des problèmes de santé plus graves qu'ils ne le pensaient. Donc, quand bien même il aurait survécu à l'opération, potentiellement, il serait mort quelques mois après. Donc, en réalité, ce n'est pas seulement la survie à l'opération qu'il aurait fallu changer dans l'histoire, c'est sa santé globale. Également, la fusée qu'il mettait en avant pour envoyer les soviétiques sur la Lune, c'était la fusée N1 qu'il était en train de développer. Et cette fusée N1, elle a rencontré beaucoup de problèmes après la mort de Korolev. Donc, il aurait fallu résoudre ces problèmes techniques. Si Korolev avait survécu, peut-être peut-on imaginer que ces problèmes techniques auraient été résolus. Pourquoi pas? Enfin, comme je l'ai dit, les soviétiques se lancent en 64 dans cette course à la Lune. En fait, ils sont déjà en retard par rapport aux États-Unis. Donc, il aurait peut-être aussi fallu imaginer des soviétiques qui se lancent plus tôt dans cette course pour pouvoir rattraper les Américains. Donc, on le voit, ce seul petit élément n'aurait peut-être pas été suffisant pour changer l'histoire. Donc là, il y a peut-être une exagération. Mais d'un autre côté, comme la série est assez peu disserte sur le côté soviétique, on peut imaginer qu'en réalité, il n'y a pas que cette seule survie de Korolev qui a été changée pour permettre à la série de nous proposer cette histoire alternative. Et du coup, François Roulier, le fonctionnement de la série elle-même entre la réalité, hein, les faits attestés historiquement et ce qu'est l'Uchronie, comment est-ce que ça fonctionne concrètement? Alors, en termes de mise en scène, la série a une petite technique que je trouve très intéressante, c'est que elle utilise souvent des images d'archives. Elle va utiliser des vraies images d'archives où Nixon, Reagan vont parler et elle va modifier quelques éléments, par exemple la date. Exemple très simple, dans cette série, la guerre du Vietnam, elle se termine en 1970 au lieu de 73. Le retrait américain est en 70 au lieu de 73. La série prend vraiment l'image d'archives de Nixon parlant en 73 de ce retrait et change juste la date à la fin. Donc on a vraiment une impression de réel qui est très forte avec l'utilisation de ces images d'archives où au bout d'un moment on se demande mais comment ça se fait, comment ils ont fait pour avoir des images d'archives qui collent à leur histoire alternative. Voilà, ils ne changent que quelques éléments. Voilà la réponse. Autre élément intéressant, c'est un ressort scénaristique par rapport au changement de saison. Chaque saison a lieu environ une dizaine d'années plus tard, et ça permet à cette histoire alternative de se déployer complètement et de ne pas justement être dans le détail de tous les événements qui ont pu changer sur les 10 ans. C'est très significatif puisque lorsque vous regardez la saison 2, l'épisode 1, vous avez 3-4 minutes au début de la saison 2 où vous avez une espèce de résumé de tous les éléments qui ont eu lieu, des événements historiques importants. Et là, vous voyez, ah oui, oui, ça, c'est pas la même chose, ça a changé. Donc, ça vous permet d'un peu mieux comprendre les ramifications de cette histoire alternative. La saison 3, normalement, devrait se passer dans les années 90 sur Mars. Ça, on le voit avec la scène post-crédit dans le dernier épisode de la saison 2. Bon, en revanche, il faut bien avoir conscience que cette histoire alternative, plus elle va s'éloigner
de l'élément fondateur qui est modifié, plus en réalité elle va se distancier de notre propre histoire et donc on va être vraiment beaucoup plus dans l'imagination et dans un autre monde. Sur la première saison, on peut encore faire ce va-et-vient entre notre histoire et l'histoire alternative. Dans la saison 2, on le fait encore, la série joue encore dessus. Dans la saison 3, c'est peut-être pas une bonne idée de faire des pronostics, mais étant donné la situation géopolitique qui est présentée, peut-être que potentiellement le monde sera radicalement différent de celui que l'on a connu après la chute de l'Union soviétique. François Rullier, cette série vraiment est très intéressante parce qu'en fait, on peut voir beaucoup d'aspects. Vous avez commencé à l'évoquer avec nous, l'idée justement qu'il peut y avoir une autre histoire. Alors maintenant, j'aimerais qu'on voit ensemble les conséquences justement de cette autre histoire qui nous est racontée, les conséquences de l'Uchronie. En particulier, et je l'ai dit tout à l'heure, c'est quelque chose dont est vraiment familier, Ronald D. Moore, les conséquences sur les personnages historiques réels. Hein, vous l'avez dit, il y a des images d'archives et tout ça. Il le fait par exemple aussi en Outlander. L'idée de mettre en avant la fiction et comment des personnages de fiction viennent heurter la réalité historique. Ça se passe comment concrètement? Et en effet, on a la présence d'un certain nombre de personnages historiques. Bon, évidemment, pas tous, certains même disparaissent au profit de personnages fictifs. Ceux-ci disparaissent en général lorsqu'ils sont vraiment des protagonistes principaux. Je pense que là, il y a peut-être une prudence, mais encore, c'est pas sur tous les personnages. Alors, en termes de personnages historiques réels, on en a un certain nombre. Des astronautes, bien sûr, John Glenn, on a aussi l'équipage d'Apollo 11, donc Aldrin, Armstrong, Collins. Ils apparaissent, mais sont assez peu présents, puisqu'on va plutôt mettre en avant des astronautes euh, nouveaux, enfin des astronautes que la série a inventés pour l'occasion. Pour autant, il y a aussi d'autres personnages historiques qui sont présents, comme Gene Kranz, directeur de vol très important à la NASA dans les années 60, Werner von Braun, ingénieur en chef du programme spatial américain derrière la Saturn V, fusée qui envoie Apollo 11 sur la Lune. On a aussi alors, un administrateur, Thomas Paine, un autre, Jérôme Wisner, qui était conseiller de Kennedy, qui va devenir administrateur dans la série. En termes d'astronautes qui sont quand même beaucoup plus importants dans la série, qui ont un vrai rôle et qui sont des personnages réels, Dick Slayton, qui faisait partie des premiers astronautes recrutés, qui n'a volé, lui, qu'avec Apollo-Soyuz en 75, dans notre histoire. Sally Ride, première femme états-unienne envoyée dans l'espace en 83, qui apparaît aussi dans la série. Ce sera un peu long peut-être de présenter comment ces personnages sont développés dans la série, enfin de présenter tous les personnages. Peut-être que pour montrer comment ça fonctionne, je m'arrêterai sur 3 personnages. Le premier, c'est Werner von Braun. Là aussi, en fait, comme Korolev, c'est un personnage très important dans le programme spatial états-unien. Werner von Braun, c'est pas n'importe qui, puisque c'est un Allemand qui est aussi ingénieur, qui est aussi passionné d'astronautique. Là, on voit qu'il y a des similarités avec Korolev. Lui a travaillé pour le régime nazi dans les années 30. Il a travaillé aussi sur la balistique, justement. Il est à l'origine de la fusée V2, du missile V2 qui va être envoyé sur Londres. Donc, le développement des premiers vrais missiles, de combat. Il est récupéré ensuite par les États-Unis dans le cadre de l'opération Paperclip, c'est-à-dire qu'après la Seconde Guerre mondiale, États-Unis comme URSS vont essayer de récupérer les ingénieurs allemands qui travaillaient sur la balistique parce que c'était les plus avancés. Et donc les Américains, eux, vont réussir à récupérer Werner von Braun. Et c'est ainsi que Werner von Braun va se mettre à travailler pour le programme balistique américain pour l'armée de terre et ensuite pour le programme spatial américain. En fait, ce qui est intéressant, c'est que dans la série, il est présenté, et c'est normal, puisque en fait, le point de départ de la série, à ce moment-là, en 69, il est présent, il est très important. Mais la série va changer radicalement son destin. Je l'ai dit, Werner von Braun, il a travaillé pour les nazis, avec toute cette question de était-il nazi ou pas? Était-il d'abord un opportuniste ou un convaincu? Cette question, elle a été posée uniquement après la mort de Von Braun dans notre histoire, puisque le gouvernement américain a caché les documents qui rattachaient Von Braun à ce passé assez trouble. Il était connu que Von Braun avait travaillé pour le programme allemand, pour autant, il y avait un certain nombre d'éléments qui n'étaient pas connus. Ce qui n'était pas connu, c'est qu'il était, par exemple, dans les SS. Ce qui n'était pas connu, c'était l'utilisation de prisonniers dans des camps de travail, dans des conditions absolument épouvantables dans ce programme balistique. Vous aviez l'utilisation de ces prisonniers et des milliers sont morts pour la construction de ces missiles. Ces éléments-là ont été cachés dans notre réalité. Dans la série,
justement, pour des questions politiques, eh bien, vous allez avoir une audition de Van Brand, et durant cette audition devant les autorités américaines, les autorités républicaines vont mettre Van Brand devant cette réalité. C'est intéressant parce que ça montre bien effectivement que ces documents, il fallait être dans l'administration fédérale pour y avoir accès. Donc là, la série est assez juste. La série également présente, disons, présente une certaine analyse du personnage avec cette fameuse question opportuniste, nazi. Eh bien, en fait, la réponse qui est donnée par la série, elle renvoie aux travaux aussi qui ont été faits par Neufeld, qui est un historien américain qui a notamment fait une biographie de Van Brand. C'est que c'est un personnage, Van Brand, qui n'était pas nazi. Voilà, il n'a jamais cherché à militer pour les nazis, ça ne l'intéressait pas spécialement. C'était un conservateur, un passionné d'astronautique, un opportuniste bien sûr, mais quelqu'un qui a aussi eu connaissance des conditions de travail, des conditions d'esclavage, hein, on peut le dire, des hommes et des femmes qui ont travaillé pour les missiles. Il avait conscience de ces conditions et il l'a accepté. Et la série lui prête une phrase qui, je trouve, me semble en tout cas assez juste par rapport à ce que l'on sait du personnage. Il dit à un personnage qui s'appelle Margot, le progrès n'est jamais gratuit, Margot, il y a toujours un coût. Et ça, on voit que la présentation du personnage de Van Brand, là, elle répond vraiment aux travaux historiques de Neufeld. Donc c'est assez intéressant à cet égard. Deux autres personnages sur lesquels je voudrais juste me pencher rapidement. Thomas Paine, administrateur de la NASA entre 68 et 70 dans notre histoire. Dans cette histoire alternative, il va être administrateur beaucoup plus longtemps puisqu'il va revenir avec le mandat de Reagan qui, dans la série, remplace celui de Carter. Il occupe une place importante dans la série comme administrateur, et ce qui est intéressant, c'est qu'il est présenté comme un personnage assez sympathique. On s'attache de plus en plus à lui, et on comprend que derrière l'administrateur, calculateur, très lié avec les politiques, on a aussi quelqu'un qui est passionné par l'astronautique et qui rêve aussi d'exploration spatiale. Si je voulais revenir là-dessus, c'est parce que, à l'inverse, Jérôme Wissner, qui est un conseiller de Kennedy, un scientifique, qui, dans notre histoire, a publié le rapport Wissner en 1960, qui était très critique du vol habité, eh bien, dans la série, il devient administrateur sous l'administration de Ted Kennedy, qui remplace qui arrive au pouvoir au début des années 70 dans la série. Eh bien, Jérôme Wissner est vraiment présenté sous un jour peu flatteur. Il est nommé créature de Kennedy, il est vu comme tout à fait incompétent à la fin de la saison 1, et je me demande dans quelle mesure c'est pas une espèce de petite vengeance contre cet homme qui aurait été hostile au vol habité au début des années 60. Et bien dans ce cas, on va le présenter comme quelqu'un de vraiment tout à fait incompétent dans la série. Là, c'est une hypothèse, hein, j'ai rien lu à cet égard, mais je me demande si cette série, justement, elle participe pas aussi à une certaine forme de mémoire du programme spatial en mettant en avant certains hommes, au contraire en discréditant d'autres et en montrant aussi son ambiguïté. Donc c'est vraiment intéressant sur ce jeu de la mémoire du programme spatial. Quelle est la mémoire de tous ces individus? La série, en fait, il participe et il contribue. Wissner en prend pour son grade à cette occasion. J'aimerais que vous alliez peut-être plus loin, justement, sur l'occasion, à travers la série, de parler de comment est vu le programme spatial américain, qu'est-ce qu'on y voit et comment, justement, vous avez commencé à l'évoquer avec nous, à la fois peut-être critiqué, mais aussi comment est-ce qu'il est développé par cette série-là qui, en fait, en miroir, ce programme spatial américain est présenté face aux soviétiques. Alors, il faut avoir vraiment conscience de ça, c'est que le programme spatial états-unien tel qu'il est présenté dans la série, c'est le programme spatial états-unien rêvé par les ingénieurs dans les années 60. C'est très marquant puisque, comme le programme spatial états-unien dans cette série se développe beaucoup plus, qu'il continue à avoir des moyens, que l'exploration spatiale continue à se maintenir à une haute intensité aussi bien par les politiques que les questions stratégiques, eh bien, le programme spatial peut développer énormément de nouveaux projets et avancer plus vite qu'il ne l'a fait dans la réalité, ou qu'il ne le fait encore aujourd'hui. Et pourquoi je dis ça? C'est parce que les projets que l'on voit se développer dans la série, en fait, ce qui est intéressant, c'est que ce sont des vrais projets. La série, pour l'instant, dans sa deuxième saison encore, elle n'invente pas grand-chose. Elle se fonde sur les programmes des ingénieurs dans les années 60. Un petit florilège, mais je ne vais pas être trop long. On a dans la série, la saison 2, la fusée Sea Dragon que l'on voit partir depuis l'océan. Elle décolle depuis l'océan. Eh bien, c'est un vrai projet qui a été développé en 1962 par un ingénieur qui s'appelait Robert Truax.
Dans la série, nous avons également le développement d'une navette spatiale, Pathfinder, dont l'objectif est Mars et qui marche avec une propulsion nucléaire. Eh bien, ce propulseur nucléaire, qui s'appelle Nerva, on le voit dans la série, c'est saison 2, épisode 9, le commandant de cette mission qui s'appelle Ed Baldwin évoque justement ce propulseur Nerva. Eh bien, ce propulseur, c'est un vrai projet qui s'est développé à partir de 1960 et qui n'a été interrompu dans notre histoire qu'en 72. Eh bien, dans la série, il ne s'interrompt pas, il se développe. Deux autres éléments rapidement. Vous avez cette navette spatiale en destination de Mars dans la série qui, en fait, ne décolle pas à partir d'un pas de tir, mais qui décolle à partir d'un avion. Et là, on ne peut pas s'empêcher de penser au Shuttle Carrier Aircraft qui permettait de déplacer les navettes spatiales entre les lieux de construction et les pas de tir. Et bien là, elle sert directement de piste de décollage, si l'on veut. La navette est directement dessus et part depuis l'avion. Et là, on voit cette image que l'on connaît, nous aussi, à travers les navettes spatiales. Enfin, on a l'installation d'une base permanente lunaire, c'est-à-dire que dans la série, à la fin de la saison 1, vous avez l'installation de base sur la Lune. Et ça ne bouge plus. Eh bien, n'oublions pas que ça n'existe toujours pas. C'est prévu dans le cadre de la mission Artemis 3 qui a été lancée par les États-Unis il y a quelques années. Normalement, cette mission Artemis 3, ça devrait être 2025. Elle est là pour prévoir justement l'installation de cette base lunaire, cette mission Artemis. Eh bien, on n'y est pas encore. La série, telle qu'elle nous présente cette exploration spatiale, elle nous la présente avec 50 ans d'avance, au moins, si les missions américaines vont jusqu'au bout dans notre histoire. Donc on voit qu'on a vraiment une exploration spatiale qui est celle qui aurait pu être rêvée, qui a été rêvée par les ingénieurs dans les années 60. On voit aussi que c'est une exploration spatiale qui ne connaît pas les différentes difficultés, en tout cas pas toutes les difficultés que le programme spatial états-unien a connues, puisqu'il n'y a pas, par exemple, d'accident au niveau de la navette spatiale. Alors, l'accident de Challenger, c'est en 86. La série de la saison 2 ne va pas aussi loin. Par contre, comme d'un point de vue technologique, elle va plus loin que ce que nous, on connaissait dans les années 80, on peut considérer que la série a fait le choix de montrer un programme spatial qui ne connaît pas la difficulté qu'a pu connaître le programme américain dans notre réalité, parce que plus de moyens, parce que plus d'intérêt. Voilà, on peut supposer qu'on considère qu'une exploration spatiale avec une plus haute intensité n'aurait pas connu ces problèmes. D'un point de vue scientifique, qui est vraiment un petit peu le parent pauvre de cette série, ce programme spatial connaît aussi des avancées par rapport à ce qu'on a connu. Dans la série, eh bien, on découvre de la glace sur la Lune dès le début des années 70, alors que dans notre réalité, cette découverte de glace sur la Lune, elle a vraiment commencé dans les années 90 et on est encore en train de la chercher. Donc on a vraiment des avancées énormes dans la série par rapport à notre réalité. Et le programme soviétique, qui lui aussi est assez peu présenté. Il faut bien avoir conscience que c'est une série qui est quand même vraiment centrée sur les États-Unis et les Soviétiques sont très distants. Eh bien, le programme soviétique, c'est la même logique. Vous avez la navette Buran qui se développe dans notre histoire alternative. Elle se développe tout à fait dès les années 70 dans cette série. En réalité, elle n'a connu qu'un seul vol dans notre histoire, c'est en 88. Ensuite, le programme a été abandonné. Donc les Soviétiques aussi développent les programmes spatiaux qu'ils avaient prévus dans notre histoire. De la même façon, les Soviétiques, eux aussi, installent une base lunaire dans cette série, la base lunaire Zvezda. C'est un vrai programme soviétique, développé en 62, abandonné en 74. Dans la série, il arrive à se développer. Vous avez évoqué tout à l'heure les présidents américains, notamment Nixon. Alors justement, hein, qu'est-ce qu'on peut dire à travers cette série aussi sur la politique américaine de façon générale, telle qu'elle est présentée dans cette uchronie? Alors, sur la politique américaine, on a des vraies différences qui s'opèrent, même si, comme la série c'est d'abord une série focalisée sur la NASA, c'est quelque chose d'assez distant. Bon, dans la réalité, rappel des faits, Nixon mène 2 mandats de 69 à 77, ensuite on a Carter jusqu'en 81 et ensuite Reagan. Bien dans la série, Nixon ne fait qu'un mandat. On se doute pourquoi, parce que, eh bien, il a perdu la course à la Lune. Comme il a perdu la course à la Lune, on a aussi l'impression que la guerre du Vietnam s'était interrompue plus tôt, peut-être parce que les États-Unis étaient en position de faiblesse. Donc Nixon ne fait qu'un mandat. C'est Ted Kennedy qui le suit.
Alors Ted Kennedy, dans notre réalité, normalement, il y a eu une espèce de scandale autour de Ted Kennedy, qui est l'un des frères du fameux Kennedy qui a été assassiné au début des années 60. Donc Ted Kennedy, dans notre histoire, il a eu un scandale où en fait, il a eu un accident de voiture avec une jeune femme. La jeune femme est morte dans l'accident, mais il n'aurait pas prévenu la police suffisamment tôt. Bon. Eh bien, ce scandale n'a pas lieu dans cette histoire alternative. Et donc, il devient président. C'est à ce moment-là qu'on a le fameux Jérôme Wisner, dont je parlais tout à l'heure, qui devient administrateur de la NASA. Et ensuite, après Ted Kennedy, on a un premier mandat Reagan dès 77. Donc on voit qu'on a un changement, et ce changement, ça permet aussi de montrer l'influence de la politique sur la NASA. Mais sur vraiment la vie politique américaine, de façon précise, on n'a pas forcément beaucoup d'éléments. Ça reste quelque chose d'assez distant, c'est plus une espèce de toile de fond. En revanche, on a tout de même le lien qui est fait entre la géopolitique mondiale, cette politique nationale états-unienne et la NASA. Parce qu'en fait, les trois sont liés. Dans cette géopolitique mondiale, on le voit, on commence avec un événement qui est un programme spatial. Donc, le programme spatial, il a une portée internationale. Ce programme spatial américain, donc, il va être devancé par les soviétiques. Les soviétiques semblent donc plutôt en position de force dans cette série. Alors, sur le programme spatial, certes, mais pas que, puisque à travers les petites bribes d'histoire alternative que l'on a, on apprend qu'il y a une répression des mouvements polonais au début des années 80, donc dans la saison 2, qu'il n'y a pas eu de guerre en Afghanistan, cette guerre qui a été un gouffre pour les soviétiques, donc les soviétiques ne vont pas s'effondrer dans cette guerre. À l'inverse, on voit que les États-Unis sont affaiblis, puisqu'ils se retirent du Vietnam dès 70. On a d'autres événements, je ne vais pas forcément rentrer dans le détail, mais le Panama, dans la saison 2 est très important. Donc le Panama, où vous avez le dictateur Noriega qui était à la fois allié des États-Unis et puis ensuite qui s'est un peu tourné vers les soviétiques à la fin des années 80, dans notre réalité. Et bien là, dès le début des années 80, Noriega se tourne vers les soviétiques. Quand on sait qu'en réalité, il s'est tourné vers les soviétiques plus tardivement dans notre histoire, et bien si on se fonde sur ce va-et-vient entre notre histoire et l'histoire alternative, on peut supposer que c'est un autre indice de la force des soviétiques dans cette histoire-là. Et donc, ensuite, étant donné ce rapport de force international qui est modifié, il y a un rapport de force national qui est modifié également. Et sur le programme spatial, vous avez également de profondes modifications qui ont lieu. Donc, comme je dis, voilà, pour les trois niveaux. Pour le programme spatial, il faut bien comprendre que là, la série, elle opère un changement radical. Pourquoi? Parce que l'exploration spatiale telle qu'on l'a connue, elle s'est fondée sur un paradigme. C'est le paradigme mis en place dans les années 60 autour du droit de l'espace. Donc on est à la fois dans des questions internationales, mais disons que je vais essayer de creuser un petit peu plus. Ce droit de l'espace qui est mis en place dans les années 60, dans notre réalité, donc c'est le traité de l'espace de 67, que j'ai évoqué au tout début. Il se fonde sur plusieurs éléments. Je vous en donne quelques-uns pour que vous compreniez bien. Dans ce traité de l'espace, il n'y a pas de souveraineté. La souveraineté est interdite sur les corps célestes et dans l'espace. Les États ne peuvent pas s'accaparer nationalement un territoire. La Lune est démilitarisée. Il y a également une obligation de porter secours à un astronaute ou cosmonaute qui serait en perdition dans l'espace. Il y a également un accès aux bases des uns et des autres sur la Lune sur notification préalable. C'est-à-dire que ce traité de l'espace imaginait déjà la création de bases sur la Lune. Et il y a une interdiction des armes nucléaires de destruction massive dans l'espace. Donc ce traité, en soi, c'est déjà une continuation de ce qui s'est fait à l'ONU au début des années 60. Et bien dans la série, on a un changement de paradigme complet. On l'apprend au début de la saison 2, les États-Unis abandonnent le traité de l'espace, ils s'en retirent. Et c'est vraiment intéressant parce que s'ils s'en retirent, c'est pour permettre à la série de présenter une autre géopolitique que celle que l'on a connue. Puisqu'en effet, dans la série, lorsque les Américains installent leur base et les Soviétiques aussi, ils vont très rapidement commencer à se disputer des territoires, à considérer qu'autour de leur base, c'est leur territoire souverain, que les autres n'ont pas à y accéder, donc ce qui est en contradiction complète avec le traité de l'espace qui est encore en vigueur aujourd'hui, et ils vont se battre pour les ressources de la Lune. De la même façon, pas d'appropriation nationale dans l'espace. Donc, se battre pour l'appropriation de ressources, c'est très discutable. Alors, en soi, cette question de l'appropriation des ressources, elle est discutée aujourd'hui. Je ne rentre pas dans les détails. Sachez qu'elle est discutée, mais que dans le traité de l'espace, l'idée, ce n'était pas de permettre aux États de s'approprier les ressources. Et bien, dans la série, justement, tout se passe à l'inverse. Appropriation nationale, qui implique volonté d'exploiter les ressources, qui conduit à la militarisation de la Lune et à une escalade militaire qui conduit dans la série ces deux puissances à être au bord de la guerre atomique.
Donc on voit que de façon intéressante, la série, là, sur la question spatiale pure, elle opère un vrai changement en considérant que ce qui s'est fait dans les années 60 n'est plus valide pour comprendre la géopolitique, et met quelque chose en fait de plus classique, d'appropriation des territoires et de lutte pour l'appropriation des ressources. Et en réalité, je trouve que la façon dont elle le fait, de montrer que l'appropriation souveraine conduit in fine à un risque de guerre, c'est très intéressant parce que c'est justement exactement ce que craignaient les États, les diplomates, les juristes dans les années 60. C'était que de se dire on peut s'approprier l'espace, ce soit un risque accru de casus belli entre deux puissances nucléaires. La série en fait montre que c'était tout à fait juste. Par contre, elle prend le parti de dire que dans la série, les États-Unis auraient quand même abandonné le traité très rapidement. Ça, on pourrait considérer que c'est discutable. Peut-être qu'en réalité, les États-Unis, s'ils sont arrivés jusqu'à ce traité, c'est qu'ils y étaient quand même un minimum attachés, surtout sur des principes qui étaient déjà là dès le début des années 60. Là, c'est un choix de la série. Donc voilà pour un peu cette imbrication entre du spatial, de l'international et du national. Et vu du côté soviétique, là, vous avez beaucoup parlé du côté américain, mais vu du côté soviétique, cette évolution, justement, à la fois politique, mais aussi spatiale, dans la série, il est montré comment? Eh bien, c'est peut-être l'un des angles morts de cette série, c'est que elle s'intéresse assez peu à l'URSS, on y est assez rarement en URSS. On la voit de façon assez distante. Alors, son programme spatial semble tout à fait développé, puisqu'elle organise une base lunaire, puisqu'elle exploite les ressources. Donc, elle aussi semble garder cette haute intensité sur son programme spatial. Elle semble effectivement également avoir une position de force plus grande, puisque même sur les jeux d'influence, lorsque les Soviétiques envoient la première femme sur la Lune dans notre série, eh bien, c'est au tout début de la saison 1, pardon. Eh bien, on apprend que tous les Britanniques ont désormais des t-shirts avec des marteaux fossiles. Donc, on joue sur ce jeu d'influence. Donc, dans cette série, il semble que l'Union soviétique continue à avoir un vrai pouvoir. Et c'est un peu ce que je voulais dire tout à l'heure. Je me demande dans quelle mesure, dans la saison 3, l'Union soviétique pourrait pas être encore existante. À voir. Je ne sais pas. Là, c'est un pronostic, c'est un peu voilà, sans forcément fondement, mais étant donné la force de l'Union soviétique dans la série, le fait qu'elle n'aille pas en Afghanistan, qu'elle continue à avoir une vraie influence, peut-être que dans la saison 3, elle sera encore là. Et dans ce cas, ce serait un vrai changement et un vrai bouleversement, et on s'éloignerait vraiment beaucoup de notre histoire, et le va-et-vient serait beaucoup plus compliqué désormais à opérer. François Rullier, dans cette série, quels sont finalement les liens que l'on peut mettre en avant avec, entre l'histoire hein, réelle, vous l'avez dit, et l'Uchronie, qu'est-ce qu'on peut dire dessus? Eh bien, on voit que la série, elle présente une certaine vision de l'histoire ou de l'évolution du cours de l'histoire qui est assez ambiguë, du coup assez intéressante. Bon, on est aussi dans une série, c'est pas des historiens qui l'ont écrit, donc je leur reprocherai rien à cet égard, mais c'est intéressant de se poser la question d'un point de vue d'historien. La série, elle insiste quand même beaucoup sur l'idée de contingence dans l'histoire, de l'indétermination des événements. Sur des éléments très précis, vous avez un bouleversement complet de l'histoire. Et là, on serait plutôt un peu dans l'idée de chaos story, telle que l'a présenté Ferguson, que j'évoquais tout à l'heure. Pour bien le voir, on peut s'appuyer sur plusieurs éléments dans la série. Les propos de conclusion de la saison 2, lorsque c'est l'un des personnages parle de sa vision un peu de l'histoire et qu'elle dit que voilà, on voit qu'il n'y a pas de plan et qu'il est impossible de prédire l'avenir. Voilà. Surtout sur le plan du scénario, il y a quelque chose qui est vraiment très intéressant sur cette idée de la contingence dans l'histoire. Alors, je vais divulgacher complètement la fin de la saison 2, donc si la série intéresse les auditeurs, auditrices, il faut arrêter là pendant 2-3 minutes. La fin de la saison 2, pour la faire rapidement, les Américains veulent envoyer sur la Lune une fusée avec un certain nombre de matériaux, de composants nucléaires dedans. Ils envoient une navette pour la protéger et les Soviétiques, eux, décident de faire un blocus de la Lune et d'interdire aux Américains cet envoi. Et donc, eux aussi envoient une navette qui a pour mission de détruire cette fusée contenant justement des contenants nucléaires au cas où. On est dans un moment de climat extrêmement toxique, c'est-à-dire on est à 2 doigts de la guerre nucléaire, et arrive ce moment où les deux navettes, soviétiques et états-uniennes, sont en face à face. Et la grande question, c'est de savoir laquelle va tirer le premier, ou si elles vont tirer ou pas, et si justement elles déclenchent les hostilités et donc l'apocalypse nucléaire. Eh bien, la raison qui est présentée dans la série pour laquelle ça ne va pas avoir lieu,
c'est que le commandant de la navette états-unienne, qui est le fameux Ed Baldwin, a eu quelques jours auparavant une altercation avec son épouse qui lui a appris qu'elle avait une relation extra-conjugale. Lui s'énerve et son épouse lui dit mais c'est pas ou tout noir ou tout blanc, il y a aussi des zones grises et je voudrais qu'on en parle. Ce qui va un peu bouleverser la psyché du personnage, qui va comprendre que oui, c'est pas ou noir ou blanc. Et donc dans la navette, en tant que commandant, il va comprendre que c'est pas ou les soviétiques nous laissent tranquilles ou on explose la navette spatiale, et lui-même va détruire la fusée qui contient des éléments nucléaires. Donc il va aller dans une zone grise. Et là, on comprend bien que c'est uniquement parce que son épouse, enfin uniquement en tout cas, on peut imaginer que c'est parce que son épouse a eu cette altercation, lui a fait comprendre qu'il y a des zones grises, que tout n'est pas noir ou blanc, que lui va trouver cette bonne alternative et éviter l'apocalypse nucléaire. Donc concrètement, dans la série, c'est une affaire extra-conjugale qui permet d'éviter la catastrophe nucléaire. C'est un résumé, mais concrètement, il y a cet enchaînement d'événements qui conduisent à cette conclusion. Donc, on est vraiment là dans une idée d'histoire chaotique. C'est impossible de comprendre l'histoire, en tout cas de prévoir quoi que ce soit. Mais à l'inverse, pourtant, la série nous montre aussi des logiques structurelles dans lesquelles évoluent les acteurs. Et ça, c'est tout à fait intéressant. Là, deux autres exemples que je trouve vraiment intéressants et bien menés dans la série pour comprendre comment cette géopolitique fonctionne et comment les interactions entre les différentes échelles fonctionnent. Eh bien, dans la série, euh, vous avez donc une escalade nucléaire. Et l'on voit dans la série que la raison pour laquelle les acteurs décident à chaque fois d'aller toujours plus loin dans la militarisation de leur programme spatial, c'est qu'ils ignorent en fait ce que leurs adversaires font. Et c'est donc cette logique structurelle d'ignorance mutuelle des programmes et des intentions qui fait qu'on va toujours plus loin. Parce que si on ne le fait pas, on risque d'être rattrapé, on risque d'être donc menacé. Donc là, l'acteur est obligé de réagir à un cadre qu'il ne contrôle pas. Et de la même façon, ce que j'ai trouvé très très intéressant et très fort, c'est que lors de cette escalade, vous avez Reagan d'un côté et Andropov, le dirigeant soviétique, de l'autre, qui sont au téléphone. Voilà, c'est la fameuse ligne rouge, qui sont au téléphone au moment de cette escalade et qui se disent mais il faut absolument qu'on l'interrompe, cette escalade, mais comment faire? L'un et l'autre, les deux dirigeants des deux grandes puissances, veulent interrompre l'escalade, mais ils ne le peuvent pas. Pourquoi? Parce que interrompre l'escalade, ça signifierait que l'un fasse le premier pas. Faire le premier pas, c'est se mettre en position de faiblesse. C'est risqué à la fois pour son pouvoir national, c'est risqué pour son pouvoir international. Ils sont donc forcés l'un et l'autre d'aller toujours plus loin, toujours plus dans la surenchère, alors même que individuellement, ils voudraient changer. Donc là, on a à la fois donc un côté très histoire chaotique, mais on a aussi un côté de compréhension du phénomène structurel, des phénomènes structurels dans lesquels les acteurs se trouvent. Et la série, à ce niveau-là, est vraiment, je trouve, assez juste et assez pertinente. J'aimerais maintenant, François, qu'on s'intéresse peut-être aux évolutions sociales et culturelles telles que la série peut les montrer, hein. Principalement, vous l'avez dit, hein, du côté américain. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire là-dessus? Peut-être pour commencer sur ce point-là, sur la place des femmes dans la société. Alors oui, la série s'intéresse énormément aux questions culturelles et sociales. Bon, d'ailleurs, on le voit, puisque le scénario ne s'intéresse pas tant à la géopolitique, mais justement à l'ensemble des acteurs de la NASA, ça permet aussi d'aborder la vie de gens qui ont moins de pouvoir, pas forcément des élites, mais des gens du quotidien. Euh, il faut bien le dire en premier lieu, c'est que ce faisant, la série, elle s'inscrit, bon, tout d'abord, ça n'aura échappé à personne, à des questions politiques qui animent beaucoup notre époque, de s'intéresser justement à ces questions plutôt sociales, mais aussi même à la recherche académique. La recherche académique sur l'exploration spatiale, elle commence à s'intéresser, enfin, elle s'intéresse de plus en plus à ces questions. Là-dessus, vraiment, le livre Apollo in the Age of Aquarius de Maher est vraiment passionnant. Alors, effectivement, sur les femmes, elles sont très présentes dans la série et elles vont, avec cette exploration spatiale, connaître des situations qui vont énormément évoluer par rapport à notre époque. Il y a différentes figures de femmes qui apparaissent dans la série. La première figure, c'est la femme astronaute. Dans la série, comme les soviétiques mettent une femme sur la Lune assez rapidement, les Américains, Nixon, décident d'avoir aussi un corps d'astronautes femmes. Donc là, on le voit, la façon dont les femmes vont arriver comme astronautes dans la série, c'est une vision qui est très, disons, internaliste, dans le sens où la géopolitique fait que les soviétiques l'emportent sur le plan symbolique. Ça conduit au niveau national à une perte de potentiel de voix lors des élections pour Nixon du côté des femmes. Voilà, Nixon veut récupérer des voix chez les femmes et donc il demande à la NASA d'ouvrir son corps d'astronaute aux femmes. Ça, on l'a dès l'épisode 2 de la saison 1. Donc une logique très, voilà, très verticale, très descendante.
Et donc, la NASA répondrait juste au président, à son président, au président des États-Unis. C'est donc un scénario qui est plutôt en vase clos autour de la NASA. C'est-à-dire qu'une fois que la décision est prise de la part du président, la NASA va donc essayer de trouver des femmes pour être astronautes, de construire un corps de femmes astronautes. On s'intéresse vraiment à ce qui se passe au sein de la NASA à cet égard. La série, montre que on est dans les années 60, qu'on a une vision discriminante à l'encontre des femmes, puisque parmi le choix des femmes astronautes, toutes le sont pour d'abord leurs compétences, mais ensuite, une fois leurs compétences mises sur la table, on se demande si on ne devrait pas choisir une femme astronaute pour sa beauté physique ou alors pour construire l'image d'un couple d'astronautes, puisque parmi les femmes choisies, l'une est déjà l'épouse d'un astronaute. C'est Tracy Stevens, qui est l'épouse de Gordo Stevens, qui est l'un des personnages que l'on suit. Ce qui est intéressant, en fait, c'est que là, la série, elle ne se fonde pas sur rien, dans le sens où des femmes astronautes, il y aurait pu en avoir aux États-Unis. C'était les femmes qu'on appelait les Mercury 13, les Mercury 13. Ce sont 13 femmes qui ont été sélectionnées au début des années 60 pour être potentiellement astronautes. C'était un choix plutôt individuel, c'est-à-dire c'était pas une politique de la NASA, c'est un médecin qui a décidé de mener ces sélections. Et ces femmes n'ont pas été retenues pour devenir astronautes, alors qu'elles auraient pu l'être. Et ce qui est intéressant, c'est que la série rend hommage à cette histoire, puisque l'un des personnages que l'on suit s'appelle Molly Cobb. C'est une référence complète, immédiate à une vraie femme qui s'appelait Jerry Cobb, qui a fait partie de ces Mercury 13 et qui n'a donc jamais pu voler dans l'espace. Donc là, la série décide de rendre hommage aussi à ces femmes astronautes. D'ailleurs, à la fin de l'épisode en question, vous avez un petit message qui dit en hommage à Jerry Cobb. Donc là, on voit une certaine vision de l'arrivée des femmes astronautes dans le programme spatial et ensuite elles sont tout le temps présentes. Elles sont tout le temps présentes, donc on a bien la volonté de montrer que l'exploration spatiale aurait pu être un tremplin pour les femmes dans l'histoire si elle avait continué et si la NASA avait décidé de prendre un peu d'avance. Parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, la première femme états-unienne dans l'espace, c'est seulement en 1983, alors que la première femme dans l'espace, elle est soviétique, c'est Valentina Tereshkova en 1963. Sachant que la première états-unienne, c'est Sally Ride, qu'on voit dans la série d'ailleurs. Autre figure de la femme qui est présente dans la série, c'est la femme de l'astronaute. Alors, c'est intéressant et important parce qu'il faut bien avoir conscience que les astronautes, ce sont des figures publiques, ce sont des incarnations de la société états-unienne dans les années 60, de la même façon que les cosmonautes sont présentés comme des incarnations de la société soviétique. Ils ont donc un vrai rôle de représentation publique. Et dans cette représentation publique, il y a notamment la vie familiale. Dès 59, dans notre histoire, le magazine Life, par exemple, montrait les femmes des 7 premiers astronautes sélectionnés, des Mercury 7, et c'était toute vraiment l'image d'Épinal de la femme au foyer, qui s'occupe de son foyer, qui s'occupe de ses enfants, la mère aimante. Donc on avait vraiment une image d'Épinal de cette famille, qu'on pourrait dire, oui, patriarcale, dans les années 60. Eh bien, là, ce qui est intéressant, c'est qu'au-delà de la seule image publique, un peu sur un papier glacé d'un magazine, la série s'intéresse à la vie de ces femmes. Elles sont épouses, mais elles sont épouses dans une image publique. Et ces femmes, dans la série, elles en ont conscience. Elles en ont conscience et elles mènent ce rôle. Elles savent que leur vie privée, c'est une vie qui n'est plus tant privée que ça, puisque la NASA a un droit de regard dessus. Et d'ailleurs, on le voit dans la série, puisque dès l'épisode 1 ou 2 de la première saison, vous avez cette fameuse Tracy Stevens dont je parlais, qui hésite à divorcer d'avec son mari. Et on lui fait bien comprendre que c'est pas une bonne idée, parce qu'elle ne s'appartient plus. Leur famille n'est plus en vase clos, leur famille est désormais une incarnation de la société américaine. Donc, ils ne peuvent pas faire ce qu'ils veulent. Et c'est une réalité que la NASA avait un droit de regard, en tout cas, cherchait à opérer un contrôle sur la famille des astronautes dans cette guerre symbolique avec les soviétiques. Autre élément, c'est que la série, un peu comme ce qui a pu se faire ces dernières années, je pense au film Hidden Figures sur ces femmes afro-américaines mathématiciennes qui ont travaillé pour la NASA, un peu dans cette lignée-là, la série décide de montrer aussi les femmes à tous les échelons. Et donc, elle va s'intéresser aussi aux femmes qui sont des ingénieurs, qui sont directrices de vol, qui sont dans l'administration, qui sont aussi dans la direction de la NASA. Et donc ça, c'est assez intéressant de vouloir montrer que les femmes ne sont pas uniquement des femmes d'astronautes, bien sûr que non, elles sont à différents niveaux, que l'exploration spatiale dans la série permet à ces femmes d'être là un peu partout.
et aussi de montrer certains types de caractères qui se veut justement plus indépendant. Vous avez le personnage de Margot Madison, qui est donc une ingénieure qui va devenir directrice de vol et qui, dans cette série, ne veut pas de vie familiale, mais se consacre entièrement à son travail. Donc là, on a la volonté aussi de présenter d'autres modèles, en fait, de personnages féminins qui ne sont pas uniquement dans cette question de fonder une famille, avoir des enfants. Et c'est pas anodin et c'est pas absurde sur le plan historique, puisque on a eu des travaux sur l'influence de Valentina Tereshkova sur les femmes en Union soviétique. Lorsque Valentina Tereshkova est envoyée dans l'espace en 1963, c'est dans le cadre d'une politique de mise en avant des femmes dans toute la société soviétique. Et alors là, je renvoie à un super article de Rosanna Sylvester dans Into the Cosmos, qui a été édité par Andrews et Siddiqui, qui s'intéresse à cette question-là. Et effectivement, en Union soviétique, vous aviez plus de femmes dans un certain nombre de disciplines en sciences exactes et en ingénierie que en Occident. Parce que justement, Tereshkova, c'était un personnage fondamental pour ces jeunes filles et ces jeunes femmes, et ça leur ouvrait la voie à d'autres disciplines, d'autres métiers auxquels elles ne pensaient pas forcément ou qu'elles ne pensaient pas pour elles auparavant. Donc c'est vrai que le spatial a eu une vraie influence, et c'est pas idiot dans la série de considérer que ça aurait pu aussi avoir une influence si les Américains avaient envoyé beaucoup plus tôt une femme dans l'espace. Autre aspect qui est mis en avant par cette série, justement, l'homosexualité, c'est quelque chose qui n'est pas peut-être très souvent mis en avant dans les séries, surtout des séries qui parlent des années comme ça, 60 ou 70. Alors, qu'est-ce qu'on peut en dire dessus dans For All Mankind? Alors, l'homosexualité dans For All Mankind, ça renvoie à ce que les scénaristes ont appelé le backlash, le retour de bâton. Autant sur les femmes, la série montre un vrai progrès de la situation des femmes, autant sur l'homosexualité, justement, la série montre les blocages. Alors, en deux mots, qu'est-ce que la série présente? Eh bien, elle présente deux personnages. C'est Ellen Wilson, qui va devenir astronaute et ensuite devenir administratrice adjointe de la NASA, et Larry Wilson, qui est aussi homosexuel, les deux le sont, et les deux vont s'épauler, vont laisser penser qu'ils sont ensemble et ensuite vont se marier pour pouvoir se cacher et vivre leur vie privée sans être embêtés. Alors, pourquoi parler de ça dans cette série? Eh bien, parce que il y a une vraie histoire de cette question et de la NASA. Pour rappel, dans le contexte états-unien, quel est le contexte états-unien à l'époque? Eh bien, c'est ce qu'un historien a appelé la Lavender Scare, la peur violette ou la peur lavande. C'est David Johnson en 2004 qui a donné ce nom-là. Ça renvoie à la Red Scare, la peur rouge. Donc ça, on connaît mieux, le macartisme, la répression à l'encontre des communistes, socialistes, des gens que l'on considère peu fiables, peu patriotes. Eh bien, vous avez aussi, parallèlement à cette lutte, et même conjointement à cette lutte, une répression à l'égard des personnes qui ont une sexualité qui est considérée comme une perversion. C'est notamment le décret 10450 de 1953 qui, justement, dans l'idée d'assurer la sécurité de l'administration fédérale, mène une répression contre toutes les personnes qui sont jugées malhonnêtes ou sur lesquelles on ne peut pas avoir confiance, dont les homosexuels. Donc ça, c'est un vrai contexte et c'est uniquement dans les années 70 que cette peur violette va s'interrompre. Dans la NASA, vous avez eu une réelle affaire, c'est l'affaire Clifford Norton, 1962. Alors Clifford Norton, il travaille pour la NASA, c'est un membre de l'administration, et il va être renvoyé de la NASA parce qu'il est accusé justement de perversion sexuelle. Il va aller devant les tribunaux, mais il est quand même renvoyé. Donc, il y a une vraie histoire de la NASA et de cette question homosexuelle. Donc, dans la série, Ellen Wilson et Larry Wilson vont devoir échapper, à l'œil inquisiteur du FBI, puisque dans la série, saison 1, épisode 6, vous avez une mission qui explose sur le pas de tir. Le FBI s'en mêle, puisque le FBI se demande s'il n'y aurait pas des espions communistes, des radicaux, des gens qui seraient hostiles aux États-Unis. Et donc, le FBI va s'intéresser notamment à la sexualité de Larry Wilson et d'Ellen Wilson, en se demandant s'ils ne seraient pas homosexuels, et s'ils sont homosexuels, dans ce cas, forcément, il faut les renvoyer. Donc, ils vont réussir à s'en cacher. Mais donc, la série, elle se fonde bien sur une vraie histoire. D'ailleurs, considérer qu'il y a un retour de bâton sur la question homosexuelle, c'est pas non plus anodin, puisque dans notre histoire, autant les femmes désormais sont présentes dans le programme spatial, autant de façon publique, on ne connaît qu'un seul astronaute qui fasse partie, qui fasse partie de la communauté LGBTQIA++, c'est Sally Ride, qui était homosexuel, mais ça, on ne l'a appris qu'après sa mort. Donc c'est vrai que dans le programme spatial,
il n'y a pas de présence pour l'instant publique, de présence publique des LGBT, alors que, voilà, pardon. Et donc, c'est assez cohérent que dans la série, il y ait cette vision-là des choses. Et autre aspect, autre minorité aussi, qui justement est en pleine période dans ces années 60 de conquête des droits, c'est la question, tout ce qui est les personnes de couleur aux États-Unis, hein, les Africains américains. Comment est-ce qu'ils sont montrés dans la série? Alors, dans la série, vous avez là aussi quelques éléments sur cette histoire des discriminations raciales. Vous avez, disons, un personnage vraiment important, deux autres qui tournent autour. Vous avez donc Danielle Poole, première femme astronaute afro-américaine dans la série. Son époux, Clayton Poole, qui est un vétéran du Vietnam et qui souffre de troubles post-traumatiques, et la sœur de Clayton, donc la belle-sœur de l'astronaute, qui va apparaître dans un seul épisode et avoir un discours assez critique. Donc, la série, ce qu'elle présente, c'est une vraie avancée, comme pour la question des femmes, puisque dès le début des années 70, vous avez Danielle Poole qui est envoyée dans l'espace, donc première afro-américaine, et en plus, femme afro-américaine envoyée dans l'espace. Dans la réalité, le premier afro-américain envoyé dans l'espace, c'est en 83, et la première personne noire de peau envoyée dans l'espace, c'est les soviétiques en 80. Donc on a déjà une avancée. Et la première femme noire dans notre réalité, envoyée dans l'espace, c'est en 92. Alors que là, c'est donc au début des années 70. Donc la série présente, un peu comme pour les femmes, l'idée que si le programme d'exploration spatiale avait continué à haute intensité, il y aurait eu un progrès pour l'égalité, enfin dans la lutte contre les discriminations racistes. Pour autant, il faut avoir conscience de quelques éléments, c'est que cette question reste assez survolée dans la série. Pourquoi? Parce que la série semble montrer qu'il n'y a pas vraiment de racisme dans la NASA, comme s'il n'y avait pas vraiment de racisme dans les années 60. En tout cas, elle n'insiste pas vraiment dessus, alors que on a un cas qui s'est vraiment passé. C'est Edward Dwight, c'était un astronaute début des années 60, enfin un aspirant astronaute au début des années 60 à la NASA, qui n'a pas été conservé et qui n'a donc jamais pu voler. Et lui avait dit, oui, c'est à cause du racisme que j'ai été renvoyé de la NASA. La série évoque pas ce cas-là, donc peut-être qu'elle omet quand même un peu une partie de l'histoire de la NASA à cet égard. De la même façon, on n'a pas forcément d'écho de, de position hostile à la présence de Daniel Poole à l'extérieur de la NASA. Bon, là, c'est le choix de la série de se concentrer sur la NASA, mais justement, peut-être qu'en se concentrant uniquement sur la NASA, elle ignore un peu le contexte global qui était peut-être un peu plus compliqué que ce qui est présenté dans la série. Enfin, on n'a absolument rien sur les positions du mouvement civique à l'égard du spatial. Et là, en réalité, si je puis me permettre de rebondir avec ce que je disais tout à l'heure sur les femmes, la série, en présentant une vision très internaliste de l'évolution de la place des femmes ou des Afro-Américains, eh bien, elle omet de travailler les rapports entre la NASA et ce qui s'est passé à l'extérieur. Parce que considérer qu'il y aurait eu des femmes astronautes dans notre histoire alternative uniquement parce que le président l'a dit, en fait, c'est ignorer complètement que les mouvements féministes dans les années 60 ont lutté bec et ongle pour que les femmes puissent être astronautes. Et par exemple, Jerry Cobb, dont je parlais tout à l'heure, la vraie femme, la femme de la réalité réelle qui avait été sélectionnée, elle était militante féministe et elle a lutté avec des organisations féministes pour essayer de convaincre les autorités américaines au début des années 60 d'accueillir des femmes. De la même façon, les mouvements des droits civiques n'ont pas été sans aucune position à l'égard de l'exploration spatiale. L'exploration spatiale a été critiquée par ces mouvements parce qu'ils considéraient que c'était finalement une exploration de blancs pour les blancs. C'était énormément d'argent et que autant on était capable de baisser les budgets pour lutter contre la pauvreté, autant les programmes pour le spatial continuent à avoir beaucoup d'argent. Et ça, on n'en parle pas dans la série. Donc ça, je trouve que là, la série a peut-être un vrai biais à l'égard de ces questions, c'est de considérer que la NASA d'elle-même aurait pu avancer sur ces enjeux, et ça sans l'influence des mouvements extérieurs. Voilà, la série, Molly Cobb, qui incarne Jerry Cobb pour les femmes, en fait, elle est pas militante, on la voit pas militer de quelque façon que ce soit, alors que le personnage dont elle est inspirée, elle avait milité. Donc là, il y a peut-être quand même un vrai biais dans cette série par rapport à ces questions. C'est vraiment beaucoup trop mettre en avant les acteurs du spatial et un peu les isoler du reste de la société. C'est dommage.
On en arrive, François, maintenant à la dernière partie de l'émission, celle où vous avez commencé à le faire justement à l'instant, où on présente peut-être plus en détail certains défauts que pourrait avoir la série. Alors j'aimerais justement que vous nous en parliez parce que vous l'avez dit plus ou moins en filigrane tout au long de l'émission, c'est quand même une série qui a beaucoup, bien sûr, d'aspects positifs, hein. Vous avez parlé de la conquête spatiale, vous avez parlé aussi de nombreux appareils, de nombreux personnages et des liens qu'il pouvait y avoir avec la réalité. Mais justement, parmi ces défauts principaux, n'est-ce pas le contexte de la guerre froide, sa mise en avant? Alors tout à fait, j'ai tendance à penser que cette série, c'est vraiment une série qui reprend, disons, le discours que les États-Unis pouvaient avoir à l'encontre de l'URSS durant la guerre froide. Alors que quand même, la guerre froide, elle est terminée depuis 20 ans, peut-être qu'il est temps d'avoir un discours plus nuancé. Alors pourquoi je dis ça? Parce que les Soviétiques sont présentés d'une façon extrêmement caricaturale dans cette série. C'est assez frappant. Les Soviétiques, alors ou bien ce sont des pions, ou bien ce sont des espèces de brutes épaisses qui semblent répondre au régime et adorer le régime soviétique. Ou alors, vous avez quelques personnages qui sont un peu différents, il faut être tout à fait honnête, hein, c'est pas aussi noir et blanc, mais ils sont quand même très peu présents. De plus, ce qui vraiment, moi, je trouvais marquant, c'est que lorsqu'il y a des violences commises entre les deux puissances pour des questions géopolitiques, lorsque ce sont les États-Unis qui commettent ces violences, il y a toujours une bonne excuse. C'est jamais vraiment leur faute ou il y a toujours un contexte. Alors qu'à l'inverse, les soviétiques, ce sont des brutes épaisses. Petit florilège, rapide, vraiment rapide. Vous avez un moment l'astronaute Ed Baldwin dans sa base lunaire qui va capturer un cosmonaute parce que le cosmonaute cherche de l'aide. Mais s'il le fait, c'est parce qu'il est en train de devenir fou. Ça fait des mois et des mois qu'il est tout seul dans sa base. Donc c'est la folie qui explique son comportement. Quand les soldats, les marines états-uniens sont sur la Lune pour récupérer le site d'extraction de ressources lunaires de la main des soviétiques, c'est parce que les soviétiques ont capturé ce site alors que c'est les États-Unis qui l'ont trouvé. Donc c'est d'abord les soviétiques qui sont des voleurs. Les marines ne font que réagir à ce que font les soviétiques. Et lorsque les Américains tirent sur les soviétiques, c'est parce qu'ils ont mal interprété leurs gestes. Ils ont cru que des soviétiques allaient récupérer des armes et leur tirer dessus, donc ils se sont défendus. Mais ils n'ont pas fait exprès. Alors que quand les soviétiques agissent, eux, c'est jamais sans le vouloir. Le cosmonaute qui a été sauvé par Ed Baldwin, sauvé, capturé, et en fait, il va nouer une relation sympathique avec lui, voilà, au fur et à mesure de sa capture dans la base lunaire, sauf qu'il va placer un module d'espionnage avant de partir. Off. Donc, même le personnage un peu sympathique ne l'est pas tant que ça. Ça, on l'apprend saison 2, épisode 3. De la même façon, les Soviétiques, après avoir été attaqués par les Américains sur la Lune, vont réagir et attaquer la base, sauf qu'eux, ils ne le font pas sans faire exprès. Eux, ils attaquent la base, ils sont cruels, ils tirent dans une vitre de la base qui fait que tout l'air s'en va et que vous avez un astronaute américain qui meurt étouffé. Ils vont torturer un astronaute. Lorsque vous avez des combats, vous voyez ces cosmonautes soviétiques tirer sur des blessés. Vraiment, ils sont d'une cruauté terrible. Donc là, je trouve que vraiment, c'est très manichéen sur cette présentation des soviétiques. Et parallèlement, vous avez donc une exagération complète du rideau de fer. Vraiment, dans cette série, les Américains et les Soviétiques, ils ne se parlent pas, ils ne se connaissent pas. Le seul moment où vraiment ils commencent à se connaître, c'est avec la mission Apollo-Soyouz, donc cette mission conjointe entre Américains et Soviétiques, qui n'a lieu que dans les années 80 dans la série, alors que c'est en 75 dans notre réalité. Et c'est vraiment exagéré parce qu'en en fait, il ne faut pas avoir cette idée d'un rideau de fer qui serait complet. En réalité, vous aviez beaucoup d'espaces de contact, de discussion, de rencontres entre les habitants des deux côtés du rideau de fer. Alors, notamment dans le milieu astronautique, vous aviez un certain nombre d'événements internationaux où soviétiques et américains pouvaient se rencontrer. Au Salon du Bourget, lors des congrès de la Fédération astronautique internationale. Vous avez aussi des relations du bloc occidental avec les soviétiques dans notre réalité, notamment les relations franco-soviétiques qui se développent dès le milieu des années 60. Des choses qui n'apparaissent pas du tout dans la série parce qu'elle est déjà très américano-centrée et qu'elle reprend vraiment ce ton de guerre froide.
Autre aspect aussi, vous qui connaissez très bien cette histoire-là, en tout cas cette histoire de la conquête spatiale, est-ce que finalement c'est une série, vous l'avez dit, qui peut-être ne joue pas beaucoup sur ces mythes de la conquête spatiale et en même temps, est-ce qu'elle ne nous donne pas à avoir une certaine vision téléologique, c'est-à-dire que une vision disant qu'il y a une conquête continue de l'espace et que l'avenir finalement se trouve là-bas? Alors, tout à fait, il est vrai que cette série, elle reprend certains des- on pourrait dire des mythes mémoriels du spatial et également des argumentaires qui sont mis en avant par les promoteurs de cette exploration. Argumentaires qui peuvent être très justes au par ailleurs, c'est pas la question, mais c'est que la série les reprend. Premier argumentaire qui est très souvent présent, c'est que le spatial, ça coûte cher, mais qu'en réalité, il y a des retombées technologiques qui sont très intéressantes. La série, elle le fait vraiment, puisque dans la série, l'énergie électrique se développe beaucoup plus rapidement qu'à notre époque, puisque vous avez, premier épisode de la saison 2, l'administrateur Thomas Paine qui conduit une voiture électrique, en disant oui, c'est l'avenir, sachant que le premier modèle moderne, il a été construit 10 ans plus tard et qu'elle commence vraiment à se développer depuis une dizaine d'années. Dans cette histoire alternative, elle se développe plus rapidement. De la même façon, sur la maîtrise de l'énergie nucléaire, il y a eu le fameux accident de Three Mile Island dans notre histoire en 79 aux États-Unis, dans une usine nucléaire, dans une centrale nucléaire, pardon. Eh bien, dans cette série, ça n'a pas lieu. Et on peut supposer que c'est certainement parce que l'exploration spatiale s'étant développée, les technologies se sont développées, elles sont de meilleure qualité, donc il n'y a pas ce problème. Il est vrai aussi que la série cherche à présenter le chemin de l'exploration spatiale de façon à ce qu'il tombe un peu sur ce qu'on connaît nous. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que vous avez, bon, c'est qu'une citation, mais qui n'est pas inintéressante. Saison 2, épisode 7, vous avez donc Ellen Wilson, qui est à ce moment-là administratrice adjointe de la NASA. Je crois qu'elle l'est déjà à ce moment-là. Oui, elle l'est déjà. Et qui va considérer que pour aller sur Mars, il faudra recourir au secteur privé. Et là, on ne peut pas s'empêcher de penser au projet d'Elon Musk et une façon de les mettre en avant de façon un peu discrète. Alors qu'en réalité, si vraiment on prend au sérieux cette idée d'une histoire alternative et contingente, il n'y a pas de raison d'imaginer que le public ne serait pas capable d'aller sur Mars. Pourquoi pas, après tout, puisqu'on est dans une histoire chaotique et contingente. Mais non, on fait quand même référence à cette histoire. Donc, je pense que là, il y a une façon de dire que voilà, le privé devra venir. Attendons de voir ce que l'on verra dans la saison 3 et la saison 4. Enfin, peut-être dernier élément sur ces mythes et téléologies, on a un spatial qui est présenté comme très consensuel à deux niveaux. Bon, je l'ai déjà dit tout à l'heure, cette série ne fait pas vraiment référence à tous les mouvements critiques de l'exploration spatiale, que ce soit le mouvement des droits civiques, même les mouvements de contre-culture. En fait, ils apparaissent en arrière-plan, ou bien avec de la musique, ou bien avec un personnage qui est le mari de Molly Cobb, qui en fait fait des affiches pour Jefferson Airplane, pour les groupes de contre-culture de l'époque. Mais en dehors de ça, c'est assez peu présent dans la série, alors qu'en réalité, ça aurait pu l'être un peu plus. De la même façon, la série présente l'idée que tout le monde était derrière l'exploration spatiale, l'humanité entière était devant son poste de télé lors des premiers pas sur la Lune. Mais en fait, c'est pas tout à fait vrai, c'est même assez faux, puisque vous avez déjà eu des sondages à l'époque sur le soutien à l'exploration spatiale. En fait, ces sondages montraient que vous n'aviez pas forcément un grand soutien. C'était souvent un peu une personne sur deux, plus ou moins d'accord avec le fait d'aller sur la Lune. Et donc, vous aviez quand même la moitié des gens qui n'étaient pas nécessairement aux États-Unis. Donc, là, le spatial reprend un peu ce mythe d'un espace consensuel. Et parallèlement à cette idée, c'est que l'espace est consensuel, l'espace est assez pacifique dans la série et on fait assez peu référence aux utilisations militaires du spatial. Dans la série, le militaire, c'est les missiles balistiques qui sont terrestres. En fait, on ne fait pas référence aux satellites d'observation qui sont aussi des satellites d'espionnage. On fait assez peu référence aux origines communes des missiles et des fusées. Donc on a vraiment un côté qui un peu ignorant des réalités balistiques et du lien très fort entre le spatial et la question du désarmement qui est vraiment très très importante dans les années 60 et même les années 70. Le lien est toujours fait à l'époque, la série le présente assez peu. Et pourtant, hein, peut-être on pourrait terminer là-dessus, hein, c'est quand même une série qui a regardé parce que c'est une série vraiment, quand on la voit, hein, vous qui êtes d'ailleurs un passionné, c'est une série vraiment de passionnés et qui, en plus, hein, pour tous les sériphiles, regorge de petites anecdotes, hein, de petits clins d'œil comme ça, soit aux autres séries, soit au cinéma. Alors oui, tout à fait, c'est vraiment effectivement une série remplie d'anecdotes. Bon, je ne vais pas forcément toutes les faire parce que ce serait un peu long, mais par exemple, la police d'écriture de la série, c'est la police d'écriture du premier logo de la NASA. Vous avez aussi des références un peu plus anecdotiques
que vous retrouvez souvent justement dans les livres de vulgarisation de l'histoire du spatial. Donc on voit qu'on est quand même toujours dans cette idée de mythe mémoriel fort que la série reprend. Par exemple, il faut savoir que lorsque Sally Ride, donc la première astronaute américaine, devait partir en mission, eh bien les ingénieurs n'étaient pas trop sûrs en fait du matériel, enfin de la protection hygiénique qu'ils devaient mettre dans le vaisseau pour l'accompagner. Ça, vous avez une référence à ça, dans l'épisode 4 de la saison 1, où les ingénieurs sont assez maladroits et ne sont pas trop sûrs des besoins du corps féminin. D'autres références qui sont peut-être plus intéressantes, pas plus intéressantes, mais un peu différentes. Vous avez Walt Disney qui apparaît plusieurs fois dans la série, notamment Images d'archives, saison 1, épisode 2, et bien parce que Walt Disney, dans les années 50, il a ouvert une section de son parc consacrée au futur et notamment spatial. Et Werner von Braun, ce fameux ingénieur qui a travaillé pour les nazis, eh bien, il a aussi travaillé avec Disney. Et ça, on le voit. On a les images d'archives qui sont présentées donc dans cet épisode. Bon, 3 derniers éléments et puis ensuite j'arrête avec ces anecdotes. Je vous parlais de Challenger tout à l'heure, en 86, qui a explosé à cause des joints toriques qui ne résistaient pas bien au froid. Dans la série, il y est fait expressément référence, puisque dans la série, c'est l'un des personnages de la NASA qui va prévenir les Soviétiques de ce problème, parce que dans la série, les Soviétiques auraient espionné les Américains pour développer leur navette. Et donc, le risque, c'est qu'ils n'aient pas vu la résolution de ce problème. Donc, dans la série, l'accident est évité, les Américains le savent, et ils par le truchement d'un personnage préviennent les soviétiques. Et donc voilà, on fait expressément référence à cet accident de Challenger, mais il est résolu dans la série. 2 autres éléments, donc. Vous avez un personnage qui meurt dans la série, c'est Patricia Doyle, lors de l'entraînement du Lunar Landing Training Vehicle. C'est un petit véhicule, en fait, d'entraînement sur Terre, mais c'est pour s'entraîner à atterrir sur la Lune. Eh bien, elle meurt. Armstrong, le premier homme à avoir posé le pied sur la Lune dans notre histoire, a failli mourir aussi dans un tel accident. Donc là, on voit que les petits éléments comme ça dans la série, souvent ne viennent pas de nulle part, mais reprennent aussi des éléments historiques. Enfin, tout dernier élément qui lui vraiment montre que c'est une série qui s'appuie sur en fait vraiment la mémoire du spatial, les mythes mémoriels, c'est qu'elle va prêter au personnage de Gene Kranz, donc directeur des vols au tout début de la série. Ce personnage va dire failure is not an option. Donc voilà, il le dit dans un discours. Et bien en fait, cette citation de failure is not an option, c'est une citation apocryphe qui lui a été prêtée pour la mission Apollo 13. De cette citation apocryphe, le Kranz a fait un livre, son autobiographie en 2000, et c'est intéressant de voir que vous avez une citation apocryphe qui devient le nom du livre parce que Gene Kranz trouve que c'est quand même bien trouvé, et que la série reprend cette citation pour vraiment la prêter au personnage dans son histoire alternative. Donc on voit comment vous avez aussi un dialogue entre ces différents lieux mémoriels du spatial. Donc voilà, donc c'est vraiment une série qui s'appuie beaucoup sur ces mythes mémoriels pour essayer de faire vivre un peu la série et de montrer un certain nombre d'anecdotes. François Rullier, merci beaucoup pour la présentation de cette série sur l'espace. Il n'y en a d'ailleurs pas énormément dessus, donc c'est très intéressant. Puis vous avez bien montré le côté uchronique qui est très intéressant là-dessus. Donc, For All Mankind, pour celles et ceux qui voudraient aller plus loin, François a fourni, comme tous les intervenants et intervenantes du podcast, une bibliographie indicative que l'on retrouve sur notre site internet histoireensérie.com à la page de l'émission. Vous retrouvez aussi notre actualité sur les groupes Facebook et sur notre fil Twitter. N'hésitez pas à vous abonner pour avoir en avant-première le sommaire des prochaines émissions. Et puis, pour celles et ceux qui voudraient avoir le résumé de toutes les émissions, il y a bien sûr notre site internet. Et puis, il y a notre partenaire nonfiction.fr qui, depuis le début, diffuse tous les résumés et les liens pour aller écouter le podcast vers Spotify, YouTube et toutes les plateformes où il est disponible. Merci beaucoup, François. Et puis, à bientôt, j'espère, pour une nouvelle série. Merci, Nicolas. Au revoir.
Retrouvez-nous sur Twitter @Histoire en série pour connaître le programme à venir ainsi que des conseils bibliographiques. Travel logistically, such a beautiful planet populated by a stranger.